C'est en parfait accord avec la direction des programmes que j'ai choisi de vous présenter cette émission à une heure aussi avancée de la soirée. Nous avons pensé en effet que la violence et le caractère érotique de certaines images et de certains propos ne pouvaient être vus ni entendus par tous. Salvador Dali est l'un des hommes qui suscitent à notre époque les controverses les plus passionnées. Génie, paranoïaque, exhibitionniste, humoriste, commerçant, mystique, qui est Dali? Nous donnons aux moins de 18 ans le conseil d'éteindre dès maintenant le récepteur, conseil qui sera également suivi avec profit par les personnes trop impressionnables ou simplement trop irritables. Et pour les autres, voici maintenant... Je suis un fou paranoïaque phénicien de l'Empourdan. Il paraît que je suis un fou congénital et que la période probablement décisive de ma folie était placée exactement 1 mois et demi avant ma naissance, c'est-à-dire au sein de mon paradis intra-utérin. Presque 25 ans après sa mort, que reste-t-il de Salvador Dali? Sa maison de Porligat en Catalogne a quelques jets de pierre de Cadaqués. Face à la mer, elle porte les traces d'une œuvre foisonnante et complexe. Elle est un royaume imaginaire, un laboratoire à l'image de son propriétaire. Autoproclamé artiste de génie, ce Don Quichotte de l'art moderne, qui affirmait incarner le surréalisme à lui tout seul, est l'un des rares artistes du XXe siècle à avoir marqué l'inconscient collectif. Je suis né à Figueras, mais je passais ma première enfance tous les étés à Cadaqués. Et alors j'étais nourri par surtout la plus grande folle, c'était Lydia. C'était la plus grande paranoïaque qui a jamais existé. Il m'a influencé énormément du point de vue spirituel. Et après, comme que moi j'étais le prototype du paranoïaque et du fou à Cadaqués, j'ai attiré inconsciemment le groupe surréaliste à venir ici. C'est pour ça que Breton, Éluard, Magritte, enfin, tout le groupe surréaliste est accouru autour de ma personnalité au moment où vraiment Dali était tout prêt à être un vrai fou. Paris 1929. Au studio des Ursulines, on projette Un chien andalou. Un court-métrage réalisé par 2 jeunes inconnus où l'on ne trouve ni chien ni andalou. Écrit par Salvador Dali et son ami Luis Buñuel, le scénario, anticlérical et provocateur, est bouclé en moins d'1 semaine selon les règles de l'écriture automatique. Des images irrationnelles et poétiques qui choquent le public. Le film fait scandale, mais ravit les surréalistes. Un groupe qui lutte contre la société bourgeoise de l'époque et pour lequel la provocation est le seul oxygène. L'été suivant, les Magritte, Paul Éluard et sa femme Gala descendent à Cadaqués pour inviter Dali et Buñuel à rejoindre le groupe. Dans un espace onirique, un champ de ruines et de cadavres. Le miel est plus doux que le sang, une toile fondatrice qui les surprend. Entre érotisme et putréfaction, son tableau, Les efforts stériles, installe son univers phobique et tourmenté. Hanté d'obsessions, de fantasmes, nul ne traite comme Dali la sexualité, le désir et l'amour.
Tous sont attirés par la peinture et la personnalité de ce jeune homme turbulent qui ne respecte rien. Quelques années plus tôt, le jeune dandy de 22 ans était parti chercher reconnaissance à Barcelone. Une première exposition. Une rencontre avec Juan Miró, de quelques années son aîné, qui l'encourage à monter à Paris. À tout prix se faire remarquer. J'étais un anarchiste congénital et pourvu de semer la panique dans la petite ville de Figueras, j'étais capable même d'endommager ma propre personnalité physique. Par exemple, j'étais dans le collège des frères maristes et il y avait une très haute escalier qui conduisait des classes à la récréation et le divin Dali, uniquement par exhibitionnisme et pour attirer l'attention de tous mes confrères, je me jetais dans le haut de l'escalier en bas en roulant dans les marches et quand j'arrivais en bas, j'étais plein de bosses et de sang et c'était uniquement pour attirer l'attention de mes confrères. Tous les étés, il les passe à Cadaqués. Un père notaire autoritaire, une mère artiste qui meurt quand il a 17 ans, une jeune sœur qui sera son premier modèle. Dans cette famille bourgeoise, Salvador règne en enfant roi. J'ai pissé jusqu'à 12 ans dans le lit. Je chiais partout, je chiais dans les tiroirs, et j'allais, je disais c'est fait. Et ma pauvre famille, les parents de bonne, ils étaient obligés de chercher où c'est que j'avais fait mes besoins. Donc évidemment, cette espèce de mauvaise habitude m'ont créé la merveilleuse habitude de me considérer toujours absolument différent au commun des mortels. While I'm playing the role of the valet, can you... Exactly. Everybody's my slave. Yes, no, everybody's not. Everyone... No. Foutez le camp. Out. Out. The people don't like it becoming my slave, no more. Foutez le camp. Can't I have another role besides... All right. I'll finish. No. Everybody's my slave. No. This gentleman is very good. He wasn't a slave, he was a maker. Finish. Everybody's my slave. Dali se veut exceptionnel. Ce qui est commun l'ennuie. Pour exister, il doit sortir du rang, se faire remarquer à tout prix. À l'Académie de peinture de Madrid, il multiplie les frasques, fait même de la prison pour avoir déclenché une émeute. Folles années de jeunesse, libertaires et délirantes, Dali et Buñuel forment un trio avec le jeune poète Federico García Lorca, dont la quête poétique lui semble proche de sa vision du monde. Une amitié amoureuse qui se transforme en passion éphémère. Je raconte toujours que Federico García Lorca, qui est le plus grand poète de notre temps, et lui, il était homosexuel, il était très amoureux de moi, il avait même essayé, mais ça n'a pas marché, parce que moi, pour des raisons plutôt mécaniques, ça n'a pas marché. Mais alors j'ai resté quand même fidèle aussi à l'amour. Ultime provocation. À son examen final, Dali déclare le jury inapte à le noter et refuse de répondre aux questions. Il se voit définitivement exclu de l'Académie de peinture. Impressionnisme, cubisme, futurisme, le jeune Dali se cherche encore. Un voyage à Paris pour rencontrer Picasso. Le maître lui ouvre son atelier, lui montre son travail sans prononcer un mot. Dali, impressionné, se tait. Sur le pas de la porte, Picasso lui lance un regard inquisiteur qui semble dire « Compris ?» Le jeune homme vient de comprendre ce que signifie le mot moderne. Picasso, je te salue, je t'embrasse, t'attache dans l'oreille gauche qui est la même de Gala, et je te dis en catalan ce que tu aimais tellement dans le temps de mon adolescence. Una foglia xica pica, pallerica, cama torta i bagarica, va tenir 6 folles, C'est ce jeune homme prometteur que découvrent les surréalistes à Cadaqués en cet été 1929. Flatté par la présence du poète Paul Éluard, Dali est surtout ému par sa femme, Gala, dont il tombe éperdument amoureux.
Mais curieusement, dès qu'il cherche à lui parler, il est pris d'un fou rire irrépressible. J'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose, alors j'ai mêlé la colle de poisson, et après, qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis de l'aspic. Un aspic qui était d'ailleurs très décomposé, alors le tout puait d'une façon invraisemblable, et j'ai commencé la séduction, qui a très bien marché. Mon petit, dit-elle, nous n'allons plus nous quitter. Elle deviendra sa gradiva, sa galouchka, sa compagne, sa muse. Le père de Salvador voit d'un mauvais œil cette liaison avec une femme mariée, de 10 ans son aîné. Chassé du foyer, son fils se rase la tête en signe de protestation et enterre ses cheveux dans des coquilles d'oursin sur la plage devant la maison familiale. Le jeune couple trouve refuge à Port-Ligat, une petite crique située derrière la colline, et s'installe dans une cabane de pêcheurs de quelques mètres carrés. Hormis Lydia, sa nourrice, qui leur a vendu la maison, les habitants refusent de leur adresser la parole. Dali se met à peindre comme un fou, inventant les images témoins de ses fantômes et de ses obsessions, s'inspirant des paysages du cap de Créus, où les caprices géologiques composent un étrange bestiaire. Ce paysage aride et désolé, Dali va le transformer en un espace mental, un espace dont il tirera bientôt sa méthode paranoïaque critique. Question. Notre perception de la réalité ne serait-elle que le produit d'une illusion? Inspirée par les théories de Freud sur l'inconscient, la paranoïa critique est, selon Dali, une méthode d'auto-analyse qui permet de diriger ses hallucinations en toute créativité, de faire surgir de l'inconscient les images subliminales cachées sous le monde des apparences. Une méthode qui autorise l'œil à voir des images doubles dans une même forme. L'homme invisible. Dali s'empare du thème du double pour nourrir sa quête d'identité. C'était le moment où je peignais les spectres du sex appeal et j'étais persécuté par une espèce de complexe d'impuissance. Je me considérais moi-même incapable de réaliser toutes ces choses. Ça m'apparaissait, d'ailleurs, le sexe féminin m'apparaît toujours une chose très remplie de portes, d'antichambres, une chose très obscure et très mystérieuse. Et à ce moment-ci, cette espèce de complexe d'impuissance avait détourné ma libido dans des vraies folies érotiques, la plupart se finissant comme Louis II de Bavière. D'ailleurs, je me déguisais toujours en roi pour me masturber, c'était une de mes vices. Et si je n'ai pas trouvé Gala avec laquelle j'ai découvert l'amour qu'on peut dire normal, c'est certain que 2 ans plus tard, toutes mes idées délirantes auraient dépassé les mesures de la pure paranoïa et ça aurait devenu vraiment de la psychopathologie pure et simple.
Dali inscrit peu à peu son imaginaire dans l'inconscient et la symbolique des formes. Fantasmes érotiques, thèmes du mou, béquilles qui expriment l'angoisse d'impuissance de ce jeune homme, timide et ambigu. Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage. Et alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors, Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je leur ai cité la Bible, ça commence en disant « montus coagulatus, montus fermentatus, montus », enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage. Et rien d'autre que Saint Augustin, il écrit textuellement que ce passage, il faut l'interpréter que Jésus, ce n'est pas une montagne de fromage, mais c'est de montagnes et de montagnes de fromage. Entre parenthèses, Saint Augustin, c'était un grand paranoïaque, comme tous les mystiques, parce qu'ils font valoir. Le mystique, c'est celui qui, au détriment de tout ce qui l'entoure, il systématise une seule et unique idée obsédante, l'idée de Dieu. Le chien andalou avait défini les fondements du cinéma surréaliste. L'âge d'or sera une charge contre la religion et la bourgeoisie, un refus absolu de l'ordre établi. Buñuel vient tourner dans les rochers du Cap de Creus, mais la collaboration avec Dali se limite à quelques échanges de lettres, à quelques croquis dont Buñuel ne tient pas compte. Son anticléricalisme s'est rapidement heurté au catholicisme de Dali. Ils ne travailleront plus ensemble. Le film sort à Paris en 1930 au Studio 28. L'extrême droite déboule dans la salle, casse les fauteuils et détruit les tableaux surréalistes exposés dans le hall. L'âge d'or sera interdit pendant plus de 50 ans. André Breton, le pape du mouvement surréaliste, prend le jeune peintre catalan sous son aile. Pour lui, Dali incarne plus que tout l'esprit surréaliste. Période d'échange, de collaboration, de réunions souvent houleuses. Les surréalistes sont enchantés par le talent et l'imaginaire de Dali, même si la paranoïa critique produit parfois des toiles qui les dérangent. Apparaît dans le jeu lugubre un personnage au caleçon maculé d'excréments. Choqués, les surréalistes se demandent si le jeune Salvador n'est pas coprophage. « Du pain, rien que du pain !» lance Dali, un slogan qui ne convainc pas. Le pain anthropomorphe. Le pain français moyen avec 2 œufs sur le plat, à cheval, essayant de sodomiser une mie de pain portugaise. Le groupe est irrité, le surréalisme a ses limites. On ne plaisante pas avec le pain. Face au fascisme qui menace, les surréalistes se rangent du côté des communistes. Mais Dali refuse de les suivre et représente Lénine sur les touches d'un piano. Pour Breton, c'est une provocation. Quand il ridiculise à nouveau Lénine dans l'énigme de Guillaume Tell, la coupe est pleine. Le surréalisme doit être au service de la révolution.
Le 5 février 1934 se tient le procès de Salvador Dalí. Il échappe de peu à l'exclusion. Dalí refuse de considérer la guerre civile espagnole comme un conflit politique. Pour lui, il ne s'agit que d'un phénomène biologique, un rituel ancestral de cruauté, une forme de cannibalisme. Construction molle avec haricots bouillis, prémonition de la guerre civile, une allégorie de l'auto-strangulation. Dalí refuse de prendre parti, ni hitlérien ni stalinien, mais dalinien. Il fuit la guerre et les massacres et s'exile avec Gala en Italie, tandis que près de Grenade, dans la nuit du 16 août 1936, son ami García Lorca est exécuté par les franquistes. La mort de mon meilleur ami, c'est la suprême parade. Et sa destinée tragique était tellement, pour moi, un succès, que malgré qu'il était mon meilleur ami, le jour qu'un Espagnol est venu me disant que García Lorca avait eu l'honneur d'être fusillé, que c'est tous les grands Espagnols, s'ils ne sont pas fusillés, nous manquons quelque chose. Alors quand on m'a dit que Lorca était mort et qu'il était fusillé, j'ai dit « Olé ». Le titre, ça s'appelle Le sévrage du meuble aliment. Il représente ma nourrice. Ce tableau était spécifiquement affectif et c'était le désir de dévorer le dos dodu de ma nourrice. Après, plus tard, j'ai eu la même obsession et je voulais toujours manger le dos de Hitler parce qu'il avait une petite courroie qui montrait qu'il avait un dos excessivement dodu et nutritif et tendre comme ma nourrice. Avec une certaine perversité, il a pris Breton à son propre jeu, celui de ne rien respecter. À nouveau convoqué devant le groupe, Dalí exhorte ses amis à comprendre que son obsession hitlérienne est une posture esthétique, strictement paranoïaque et apolitique, qu'il ne pourrait être nazi car si Hitler conquérait l'Europe, il éliminerait tous les dégénérés de son espèce. Malgré les protestations de Crevel et d'Éluard, Breton l'exclut définitivement du mouvement pour s'être rendu coupable d'actes contre-révolutionnaires tendant à la glorification du fascisme hitlérien. Des amis, non. Je n'ai pas des amis. Enfin, même des gens que j'estime, ils peuvent mourir, ça ne me fait pas le moindre effet. Ça arrive très souvent, au contraire. Tout de suite qu'il y a quelqu'un que j'estime, il meurt, ça me procure un sentiment de plaisir instantané parce que il me semble que tout de suite, il devient dalinien. Après son propre père, Dalí vient de tuer son père d'adoption. En 1938, il réalise son rêve, rencontrer Sigmund Freud, le saint patron des surréalistes. Dalí affirme que l'unique différence entre la Grèce immortelle et l'époque contemporaine, c'est justement le docteur Freud, qui a découvert que le corps humain recèle des tiroirs secrets que seule la psychanalyse est capable d'ouvrir. Enchanté de sa visite, Dalí retient surtout que Freud lui a décerné le plus beau titre de gloire à ses yeux, en le qualifiant de fanatique et de parfait prototype de l'espagnol. Il n'aura désormais de cesse de prouver que le surréalisme, c'est lui. L'unique sublimation du surréalisme, c'était dans la mystique, dans Dieu, qui est l'être irrationnel et surréaliste par excellence, mais puisqu'ils ont continué à patauger dans leur petite superstition de tireuse de cartes, parce que vous savez très bien qu'ils ne croient pas en Dieu, mais après ils vont se faire tirer les cartes. Alors évidemment, ça restait un mouvement littéraire néo-romantique aussi, condamné à être une école littéraire intéressante et très passagère. Tandis que moi, je suis le seul que j'ai tâché de sublimer l'expérience surréaliste dans la grande tradition mystique espagnole, c'est-à-dire dans celle de la nuit obscure de Saint Jean de la Croix.
L'aventure intellectuelle et artistique ne fait que commencer. Dorénavant, il fera sa propre psychanalyse à ciel ouvert, fidèle aux lois de l'inconscient, sans aucune pudeur et sans mentor. André Breton, qui surnommait déjà Gala le tiroir caisse, élabore le parfait anagramme de son nom, Avida Dollar. En tout cas, cet anagramme a eu une valeur magique certaine, puisque depuis, la pluie de dollars n'a pas cessé de tomber sur moi avec une monotonie délicieuse. À mesure que j'aime l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent, mais pas pour en faire rien. Juste pour l'idée de la puissance, l'idée symbolique, l'idée pure de l'argent pour l'argent. Désormais, le maître exigera que l'on dépose un chèque devant lui avant toute interview. En exil, à New York, où ils passeront les années de guerre, le couple va mettre en œuvre sa stratégie de conquête. Dali cherche autant la reconnaissance du monde de l'art que celle du grand public. Il se met à travailler tous azimuts, décoration du nightclub du Sheraton, campagne pour une marque de collants, décors et costumes de plusieurs ballets du Metropolitan. Son exposition à la galerie Julian Levy est un triomphe. Elle fait de lui l'un des jeunes peintres les plus riches du monde. Sa rétrospective au MoMA, à la fin de l'année 1941, le consacre aux yeux de tous. Gala et Dali sont désormais reçus par la haute société. Il peint des portraits. Madame Styler-Tass, Madame Warner, Madame Gregory, Madame Helena Rubinstein. Une activité mondaine et lucrative qu'il poursuivra de nombreuses années. Dali se lance dans l'écriture de son autobiographie. La vie secrète de Salvador Dali révèle un écrivain et dévoile l'ampleur de ses terreurs intimes. Dans des eaux agitées, des sirènes au corps parfait habillées en tenue dalinienne s'ébattent. C'est le rêve de Vénus, une extravagance qui surprend les New-Yorkais qui visitent le pavillon que crée Dali pour l'exposition universelle de 1939. On y pénètre en passant entre les jambes d'une femme au jupon retroussé. Furieux que la direction lui ait refusé d'affubler la Vénus de Botticelli d'une tête de poisson, Dali fait larguer par avion des milliers d'exemplaires de sa déclaration de l'indépendance de l'imagination et des droits de l'homme à sa propre folie. Une rencontre, le photographe Philippe Halsman. Daddy, don't you paint? Quoi? Don't you paint? Here. No palette, no instruments of any kind. Hey! No like a diesel, you know. This also out and completely like it create some clear specimen. Le photographe lui fabrique une image à la hauteur de son personnage, plus surréaliste que jamais. 10 ans après ses débuts avec Buñuel, Dali est toujours tenté par le cinéma. Il offre à Harpo Marx une harpe aux cordes en fil de fer barbelé. Un projet de film avec des hordes de girafes en flammes et Harpo capturant des nains avec un filet à papillons. Salade de girafe à cheval ne verra jamais le jour, tout comme Destino, un projet avec Walt Disney vite abandonné. Sa collaboration avec Alfred Hitchcock pour La maison du Dr Edwards produit une séquence onirique où l'on retrouve sa fascination pour la psychanalyse, mais le producteur David Selznick ne retiendra que 2 minutes de son travail sur les 20 initialement prévus.
Une fois de plus, Dali ne parvient pas à s'imposer au cinéma. Then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill. Cadaqués, situado en una luminosa bahía de la Costa Brava, fue la cuna del originalísimo pintor Salvador Dalí. De retour des États-Unis, Dali retrouve son refuge de Portligat. Son pays, l'Espagne, est plongé dans la brutalité politique et la pauvreté culturelle du fascisme. Sa maison de pêcheur s'est agrandie, elle s'est transformée en un palais baroque, pensé comme une œuvre d'art, une sculpture habitable qui se développera comme les cellules d'un corps organique. Un espace intra-utérin qui, jusqu'à la fin, sera son unique atelier. Dali rêve d'une renaissance dont il serait le seul peintre, le mythe de l'homme nouveau, qui ne serait pas hitlérien mais chrétien, et Salvador, le bien nommé, un héros catholique et monarchiste. Imposteur, non. Imposteur de qui, imposteur de quoi? Mais je suis beaucoup pire. Et beaucoup mieux que cela, je suis surtout un traître. Et en plus d'un traître, qu'est-ce que je suis encore? Une autre chose qui est beaucoup mieux. Un traître. C'est que maintenant j'ai oublié. Enfin, un traître, mais l'autre chose est mieux, je vais la trouver. Un traître à ma classe d'origine, puisque ma classe d'origine, c'est la bourgeoisie. Et j'ai trahi sensationnellement la bourgeoisie, me déclarant royaliste et monarchiste pour l'aristocratie. Donc, évidemment, un traître, et pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout. Face au régime dictatorial de Franco, le néo-mysticisme de Dali n'est-il qu'un épisode de plus dans la construction de son masque public? Est-ce encore par provocation qu'il rencontre le caudillo qui a fait fusiller son ami Garcia Lorca 15 ans plus tôt? En octobre 1950, il annonce sa conversion à la religion catholique et s'autoproclame sauveur de l'art moderne. L'artiste procède à une sorte de repentir, un retour à l'ordre, au grand peintre classique qu'il admire tant, à la thématique religieuse. Le personnage est paradoxal. Catholique peut-être, il n'a jamais renoncé à l'érotisme, l'onanisme, la scatologie, le voyeurisme, tout en prônant l'abstinence. La chasteté et l'érotisme vont tout à fait ensemble, puisque les propres pères de l'Église ont tous accordé que dans les extases mystiques, c'est-à-dire quand les saints, après l'abstinence, arrivent à des visions sublimes, à l'approche des anges ou à l'approche de Dieu, toujours il se produit une éjaculation. Ça, c'est tout à fait admis par l'Église. Jeune vierge autosodomisée par les cornes de sa propre chasteté. En même temps, la corne de la licorne, qui est elle-même la corne du rhinocéros, elle représente dans les rêves une espèce de complexe aigu phallique, et en même temps, il représente exactement, c'est le symbole de la chasteté. Aux eaux de Vincennes, Salvador Dali, dont la peinture et les moustaches sont universellement célèbres, s'est affronté au rhinocéros pour donner un pendant à la dentelière de Vermeer. En effet, qui dit rhinocéros dit corne dit aiguille, qui dit aiguille dit dentelière. C'est simple.
Et pour terminer, le maître a crevé d'une corne de narval la dentelière dont l'aiguille n'a cessé de hanter sa vie. Je devais être constamment avec cette image. Pendant le repas, pendant que je me baignais, enfin, pendant tout un été, je n'étais accompagné que par l'image obsessionnelle de la dentelière de Vermeer. Et alors quand j'ai commencé à peindre ce tableau, au lieu de la dentelière, ils ont sorti sur la toile 3 cornes de rhinocéros, ce qui a étonné beaucoup tous les spectateurs. Mais si vous aviez choisi la Joconde au lieu de la dentelière, je pense que le résultat était le même. Ah non, non, pas du tout. Pourquoi? Alors c'est ça qui m'intéresse. Pas du tout, parce qu'après 3 ans, j'ai découvert que la dentelière était une corne de rhinocéros. Et on a pu le prouver scientifiquement parce qu'elle est composée par les mêmes courbes logarithmiques l'une et l'autre. C'est ça ce qu'il y a de génial dans mon cas. Par des actes, au premier abord, complètement gratuits et incompréhensibles, j'arrive à des découvertes que très souvent, après, les scientifiques, travaillant très minutieusement, ne font que corroborer. Hanté depuis toujours par l'Angélus de Millet, qui était accroché dans sa classe d'écolier, Dali a l'intuition que le panier posé au sol dissimule un mystère. Selon lui, le couple de paysans n'est pas simplement en prière. Sur son insistance, le Louvre radiographie le tableau au rayon X. Apparaît un petit caisson noir, immédiatement interprété par Dali comme le cercueil d'un enfant. Une brillante confirmation de son intuition paranoïaque critique. À chaque moment qui passe, de plus en plus la certitude que la gare de Perpignan est destinée à devenir un des endroits cosmiques les plus importants dans la cosmogonie dalinienne. L'Espagne a l'honneur d'avoir inventé le mysticisme vertical, mais il était réservé à Perpignan, la gloire la plus grande de notre époque, celle d'avoir trouvé l'antigravitation par le docteur Pagès de Perpignan. C'est en gare de Perpignan, le 19 septembre 1963, que Dali a la vision exacte de la constitution de l'univers. Une vision mystique qu'il peint 2 ans plus tard en appliquant les règles de perspective de la Renaissance. Gala, Dali, Dieu, un train cosmique, et sur les côtés, les personnages de l'Angélus habités de pensées érotiques. Philosophiquement, l'unique façon de connaître l'objet, c'est en le mangeant. C'est pour ça que déjà la religion catholique, qui est la plus parfaite qui a existé, on pratique la cérémonie liturgique de manger Dieu vivant. J'ai toujours dit que si Gala, que c'est l'être que j'aime le plus au monde, mourait, et soudainement il devenait petite, comme une olive, évidemment, je la mangerai. Portrait de Gala avec 2 côtelettes d'agneau sur l'épaule. œuf sur le plat, sans le plat. Autoportrait mou avec lard grillé. Dali est victime d'un fantasme obsessionnel qui lui ordonne de tout manger. D'une façon impérialiste, l'unique façon de réussir, c'est de manger ce qu'on veut posséder. Et en ce moment, vous le voyez, je suis en train de dévorer la télévision en personne. Maître, ce n'est pas sans crainte et sans trac que l'on... Ne craignez rien, vous ne pourrez pas vous plaindre sans raison. Voilà. Dali est un bon client de la télévision.
Ça, c'est très bien quand on marche avec le cordon ombilical. Les médias se repaissent de son extravagance, passant souvent à côté de l'artiste qui prend plaisir à mener la danse. Je profite de l'occasion, puisque la télévision s'est rendue dans le salon de l'Hôtel Meurice, pour constater que ce genre d'organisation, radio, télévision, etc., ils se noient vraiment toujours dans un verre d'eau. J'aurais voulu, tout simplement, qu'on m'apporte une grande baignoire remplie de goudron. Alors maintenant, demandez-moi qu'est-ce que c'est, pourquoi le goudron, tout ça. Enfin, il faut que je vous aide. Hein. Dites-moi, M. Dali, et pourquoi le goudron? Enfin, essayez d'être un peu plus vite, je vous réponds. Et pourquoi le goudron, voilà. M. Dali? Le goudron, parce que justement, c'est le symbole de... Tout objet plongé dans le goudron, quand il sort avec les torsions qui sont dues à ces matériaux qui sont des entrailles les plus abyssales de la Terre, automatiquement, cet objet qui ne valait rien vaut minimum $5,000. Monsieur Dali, est-ce que c'est une manifestation d'humour surréaliste que cet happening au goudron? Écoutez, comme son propre nom goudron l'indique, si c'est de l'humour, ça va être quand même de l'humour noir. Je considère la télévision, le cinéma, la presse, le journalisme comme un des grands moyens modernes d'avilissement et de crétinisation des foules. Mais j'adore les utiliser parce que, au point de vue pratique, après il n'y a plus de gens qui courent après Dali et les tableaux se vendent plus cher. Je suis fou du chocolat l'envers. Pendant toutes ces années, le monde de l'art lui reproche de se galvauder dans les médias. Cabot, hystérique, narcissique, exhibitionniste. Dans le psychédélisme des années 70, son image devient celle d'un clown médiatique, Regardez le ciel, chérie. d'un amuseur public. Extase, les dents. Attendez, les dents. Un bonbon, les bonbons, où sont les bonbons? Derrière ces happenings déambule en secret un personnage grave, protégé par un humour à toute épreuve, mais profondément hanté par la mort. De retour à Port-Ligat, Dali se met en scène. Un cinéma expérimental dans lequel la loi surréaliste supplante celle de la pesanteur. Apparition, disparition, une tentative de remonter le temps, de quitter une époque indigne de son talent. This painting of Piet Mondrian. Piet, niet. Because in Russian, niet is nothing. Against Piet is Dali. Dali, da. Le maître note les peintres comme à l'école. Dali se place juste après les classiques et devant tous ses contemporains, tandis que Mondrian se retrouve bon dernier. Toute la peinture contemporaine est un désastre. Je crois que ce désastre est la condition précisément d'une nouvelle renaissance spirituelle. Je suis en train, depuis 2 ans, de peindre des anges que j'appelle des anges anti-matière. Et aujourd'hui, tous les physiciens parlent constamment de cette antimatière, à un point qu'on se rend compte qu'aujourd'hui la matière est en train de s'échapper à chaque instant de la main des savants, et qu'on se trouve que la matière n'est que de l'énergie, et que tout ce qu'on croyait matériel est en train de se spiritualiser.
Dali s'intéresse de plus en plus à la science. Il se met à peindre des atomes, se passionne pour la structure de l'ADN, pour la théorie de la mécanique quantique. Il veut relier les découvertes les plus récentes à son sentiment religieux, au monde cosmique. Salvador Dali, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez faire? Ce que j'aime, ce que je n'ai pas fait, c'est un chef-d'œuvre pictural, mais je vais essayer de ne jamais le faire et de le saboter chaque année, parce que évidemment, le jour que Dali peindrait un tableau bien peint, comme c'est le cas par exemple avec Velázquez, avec Las Meninas, ou Vermeer avec sa vie de Delphes, alors le jour suivant, je mourirai. Et comme que je préfère avant tout continuer à vivre, même à travers les derniers procédés d'hivernation, ne serait-ce que prolongés de quelques semaines, alors je vais continuer à saboter systématiquement tous mes possibles chefs-d'œuvre, parce que je préfère continuer à vivre que de faire un chef-d'œuvre. Dali n'est pas un artiste comme les autres. Mi-sérieux, mi-ironique, il déclare vouloir se faire hiberner. Pense se faire mettre en conserve une fois congelé. Il est persuadé que l'on réalisera bientôt des greffes étonnantes, que le rajeunissement des cellules est pour demain, que l'immortalité lui est promise. L'immortalité, Salvador Dali l'atteindra à 70 ans. En septembre 1974, il réalise le rêve de sa vie et inaugure un musée à son nom dans sa ville natale de Figueras. Il devient l'un des rares artistes à être ainsi célébré de son vivant. Kitsch, baroque et monumental, il l'a dessiné lui-même, l'a conçu dans ses moindres détails. Ironie du sort, le musée est construit sur les ruines de l'ancien théâtre où Dali avait exposé pour la première fois à l'âge de 15 ans. Les ciels, voilà ce que mon âme éprise d'absolu a cherché tout au long d'une vie qui a pu paraître à certains confuse et pour tout dire parfumée au soufre du démon. Les ciels. Malheur à celui qui ne comprendra pas cela. Quand je vis pour la première fois l'aisselle épilée d'une femme, je cherchais les ciels. Quand je remuais avec ma béquille l'état putrifié et grouillant de verre de mon hérisson crevé, je cherchais les ciels. Et qu'est-ce que le ciel? Gala est déjà réalité. Le ciel ne se trouve ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Le ciel est exactement au centre de la poitrine de l'homme qui a la foi. À cette heure, je n'ai pas encore la foi et je crains de mourir sans ciel. Gala meurt en 1982, l'abandonnant à sa solitude. Il a perdu son modèle, sa muse, son double. Son miroir est brisé. Il survivra 7 ans à Gala, 7 années de malheur. Unique, le divin Dali. On peut se demander pourquoi être unique et exceptionnel fut la démonstration de toute sa vie. Pourquoi dans sa peinture le thème du double était si récurrent, si essentiel pour lui. Les deux effigies représentent un frère mortel et l'autre immortel. Ce même Dali qui, sur son casque gaulois, arbore les personnages de Castor et Pollux, est sincère avec son trauma originel. Mes parents avaient fait une chose qui a eu des conséquences aussi tragiques et glorieuses pour ma vie, c'est-à-dire que quand moi je venu au monde, ils m'ont donné le même nom que le frère mort, c'est-à-dire Salvador. J'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence avec l'idée que je formais part
de mon frère mort. C'est-à-dire que je portais dans mon corps et dans mon âme le cadavre agrippé de ce frère mort, parce que mes parents parlaient constamment de cet autre Salvador à propos de moi, en disant il ne faut pas que ça arrive comme Salvador qui était enrhumé, il faut le mettre cache-nez. Enfin, j'étais tout le temps qu'on parlait de moi, on parlait de l'autre. Alors, pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé justement à jouer au génie dans le sens d'affirmer toutes les minutes que moi je n'étais pas l'autre, que moi je n'étais pas mort, et alors j'étais forcé de commettre et de perpétrer tous ces genres d'excentricité, que c'est le côté loufoque que les gens croient voir dans Dali, et que justement c'est le côté le plus tragique de mon existence, puisque toutes les semaines, j'ai dû affirmer pour m'en convaincre moi-même que je n'étais pas l'autre, que moi j'étais le frère vivant. Cuando yo era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, empecé ya cuando tenía 6 años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí. Je suis une espèce de nourrice, je sors mes seins et je donne à téter à toute ma période, à toute mon époque. Toute mon époque, il n'a fait que s'alimenter de mes idées. Donc je suis une espèce de nourrice.